bonsoir à tous. Très heureuse de vous retrouver sur le plateau d'Accès Direct sur 8 Mont-Blanc. Il est 18 h. Merci de m'accompagner pour les prochaines 45 minutes. Nous sommes le jeudi 15 novembre. Au programme ce soir, c'est le mois de l'économie sociale et solidaire. Exemple concret ce soir avec l'entreprise Ceforest. Isabelle Morin, sa directrice, me rejoint dans quelques minutes. Depuis plus de 30 ans, la société porte un défi lié à insertion professionnelle et sociale. Le mois de novembre est aussi le mois sans tabac, un défi de 30 jours et un enjeu de santé publique. Je reçois les représentants de la Ligue contre le cancer de Savoie. Et enfin, une idée de sortie à l'approche du week-end. Le salon Idée d'Art fête sa 10e édition. Plus de 120 exposants sont attendus ce week-end à Annecy. Je reçois l'une des créatrices et l'une des organisatrices. Mais avant, je reçois Sébastien. Salut. Salut Fanette. On commence avec les titres du JT. On va parler rentrée universitaire, un peu faire le point. L'université Savoie-Mont-Blanc organise chaque année sa journée d'échange lycée-université. Le principe, des professeurs de lycée viennent à l'université pour discuter un petit peu des thématiques actuelles. Et forcément, on a beaucoup parlé de Parcoursup ce matin. Et puis l'économie sociale et solidaire aussi dans le JT. C'est aussi la semaine de l'économie sociale et solidaire sur 8 Mont-Blanc, puisque la série de Jean-Paul Crespi y est consacrée. Il nous emmène à Annemasse, dans une entreprise qui s'appelle Alterosac et qui fabrique des sacs et des contenants en tissu. On passe à la revue de presse avec une idée plutôt originale menée par un jeune homme dans les Pyrénées. Oui, Jacob Carou, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, un étudiant de 24 ans a choisi de vivre pendant 7 mois dans un refuge, le refuge d'Artaran, dans les Pyrénées, à 1700 mètres d'altitude. Et il a décidé de partager et de raconter sa vie d'ermite dans une série qui s'intitule sobrement Pyrénées. Je vous invite d'ailleurs à aller sur sa page YouTube parce que c'est vraiment intéressant. Et on va regarder un petit extrait du dernier épisode en date. On n'a pas d'extrait. Ah bah non, on n'a pas d'extrait, d'accord. On n'a pas d'extrait. Demain, c'est comme ça la revue de presse de demain est toute trouvée. Tu viens de gagner 5 minutes. Et puis on va parler de foot. Oui, on va parler foot avec la débâcle de la Nati, l'équipe nationale suisse de football, qui s'est inclinée ce mercredi en match amical contre le Qatar, grande puissance du football évidemment, du côté de Lugano. Une défaite qui n'a pas du tout plu à la Tribune de Genève, puisque dans son édition du jour, le quotidien qualifie cette équipe de suffisante ou encore de méconnaissable. Un seul joueur échappe au lot de critiques, c'est Yves M. Vogo, et le reste de l'équipe est noté d'un 0 pointé. Un dernier petit extrait pour la route. Humilié par un Qatar qui ne devait être mieux qu'un faire-valoir, la Suisse a quitté le stade sous les sifflets à la hauteur de la minuscule performance des joueurs. Donc, ils n'ont pas leur langue dans leur poche, les journalistes de la Tribune de Genève. Alors, on va parler avec toi. Tu as choisi de mettre en exergue un focus sur la station de Valmorel. Voilà, c'est à lire dans la Tarentaise Hebdo. Le domaine de Valmorel, en fait, c'est pas mal modernisé. Au printemps, l'été, il y a eu des gros travaux, plus de 8 millions d'euros de chantier. Le télésiège du Motet a notamment été remplacé par un télésiège débrayable de 6 places. Et le captage de l'eau rousse a aussi été mis en place pour pérenniser la production de neige, d'eau de culture. D'autres gros projets sont à prévoir dans les années à venir, donc c'est un domaine skiable qui va pas mal évoluer. Et puis un dossier sur le métier, décidément, c'est la journée, sur le métier de gardien de refuge en haute montagne cette fois-ci. Alors on est encore plus haut que 1700 mètres. Voilà, c'est ça. C'est un super article à lire sur Slate. En fait, le journaliste nous a fait un petit peu la tournée des refuges et il a vraiment pris le temps de rencontrer les gardiens de refuges. Donc, je cite ce journaliste, plus qu'un simple lieu de passage, il est au contraire pour moi un endroit apaisant où rien, sinon la menace d'un ciel orageux, ne semble inquiéter le bon déroulement de la journée. C'est un article très bien écrit. On rencontre par exemple Freddy Ménian, qui est gardien depuis maintenant 10 ans au refuge du Promontoire près du sommet de la Meige. Dans les décennies d'après-guerre, je le cite, il y avait tout un imaginaire de conquête. Il fallait conquérir les sommets et ça marquait aussi bien la culture alpine que celle des refuges. Et puis on fait aussi la rencontre avec Véronique Portas-Vacher, qui est gardienne du refuge des Marches sur le Tour du Tabor en Savoie. C'est aussi la présidente du syndicat des gardiens. Et elle confie exercer ce métier pour ses instants de partage. Enfin, vraiment très très chouette article à lire sur Slate. Merci Fanette. Merci Seb, à tout à l'heure. Cette semaine, la rédaction, on en a parlé notamment à travers la série de Jean-Paul Crespi, vous propose un focus sur l'économie sociale et solidaire. Le mois de novembre est consacré à ce modèle économique en plein essor. Elle représente 10% de l'emploi français. Exemple local de ce modèle, Ceforest, une entreprise née dans le bassin annécien il y a plus de 30 ans. Et je reçois sa nouvelle directrice, Isabelle Moran. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Ceforest s'est fixé l'objectif de recruter des salariés en difficulté sociale et professionnelle pour les réorienter vers l'emploi. Ça fait plus de 30 ans que ça dure. Ça fonctionne ? Tout à fait. Tout à fait. Nous avons la pleine satisfaction de nos clients, qu'ils soient publics ou privés. Et on souhaite, à travers les événements de l'économie sociale et solidaire de ce mois-ci, faire parler de nous, des vertus
que l'on apporte au territoire à travers nos actions de l'économie sociale et solidaire. Parce que il y a différentes activités chez Ceforest, mais vous travaillez effectivement notamment avec les collectivités, donc un ancrage local très fort. Exactement. Nos emplois sont des emplois non délocalisables. Alors, nous sommes une entreprise de services principalement, et nous avons aujourd'hui 5 activités différentes. Les 2 principales, et celle qui est la plus connue d'entre elles, donc les jardins espaces verts, qui est notre activité historique, qui œuvre donc aussi bien sur les marchés publics que privés. La deuxième activité environnementale, c'est une activité de valorisation de déchets, de collecte, de lavage écologique des véhicules, de collecte de déchets et de flux logistique à l'hôpital d'Annecy et de Saint-Julien-en-Genevois depuis peu. Et enfin, donc on a d'autres activités plus mineures, mais toutefois très professionnelles. Une activité de montage de bungalows, d'installation de base vie, et l'activité industrielle principalement de services aux industries dans le transfert industriel et une manutention lourde pour les industriels du bassin et un peu plus largement. Donc l'économie sociale et solidaire, elle peut vraiment toucher, là on en a un exemple, des secteurs très variés, et on parle vraiment de, alors c'est pas très joli comme terme, mais de vrai travail, c'est-à-dire qu'il y a des vrais services fournis aux collectivités, aux entreprises. Elles ne vous rendent pas service, disons, en travaillant. C'est vraiment un échange. Si notre but est social, effectivement, nous revendiquons comme une entreprise à part entière, et nous vivons de nos activités économiques. Nous sommes dans le champ concurrentiel, dans le secteur marchand, et nous sommes reconnus comme une entreprise. C'est d'ailleurs assez fréquent qu'on ne parle pas du volet insertion de notre entreprise lorsqu'on se présente à un client. Qui vient travailler chez Ceforest ? Alors, à peu près la moitié de notre personnel, donc on est aujourd'hui environ 80, la moitié de notre personnel sont des postes, effectivement, donc en insertion, qui réalisent chez nous un parcours de 2 ans maximum, à qui nous offrons la chance de retrouver du travail, et qui, dans ce parcours, sont accompagnés au niveau socio-professionnel, mais à qui on exige assez rapidement après leur intégration des règles de l'entreprise, exactement comme dans une autre entreprise, puisque le but, c'est qu'au bout de ces 2 ans, et parfois avant, ils aient l'opportunité, lorsqu'ils sont prêts, d'aller dans l'emploi durable. Donc c'est tout un accompagnement que nous réalisons, à la fois sur le plan technique et sur le plan socio-professionnel. Qu'est-ce qui va distinguer du coup votre entreprise d'une entreprise classique ? Alors, beaucoup de choses nous distinguent d'une entreprise classique, parce que d'abord nous sommes conventionnés par l'État pour réaliser cette mission de service public. Donc on est une entreprise un petit peu hybride, à la fois économique, puisque 90% de nos produits sont du chiffre d'affaires réalisé par nos métiers, nos activités. Et 10% environ, parfois moins certaines années, correspondent à des aides de l'État et des collectivités locales pour réaliser cette mission de service public. Donc, et exclusivement pour cet accompagnement en insertion. Alors ça, c'est déjà une première particularité. La deuxième particularité, c'est que nous travaillons étroitement sur le territoire avec des partenaires, encore une fois, publics et privés, et qu'on fait un maillage territorial, principalement sur des activités environnementales et de services, et en essayant de déployer nos services sur mesure avec ces clients pour satisfaire les besoins du territoire. Ce n'est pas qu'une approche commerciale, c'est vraiment un développement d'activités qui correspondent aux besoins du territoire, à la fois sociaux, puisqu'on est là aussi pour créer une cohésion territoriale sociale, environnementale, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, nos activités sont en majorité des activités environnementales et d'avenir, et en pleine mutation, en pleine transition. Et la troisième chose, c'est que vis-à-vis de l'État français et des collectivités, nous avons aussi une activité économique,
Parce qu'il faut rappeler que quand on nous donne 1 euro d'aide pour l'accompagnement à ces personnes, l'État ou les collectivités réalisent une économie sur les aides d'assistance, les allocations d'assistance. Le RSA, par exemple? Exactement, précisément, ou d'autres allocations, mais effectivement dans les politiques d'assistance, et on se substitue aux politiques d'assistance en réinjectant économiquement à peu près 4,50 € pour 1 euro d'aide publique. C'est la raison pour laquelle le président de la République a annoncé au mois de septembre, donc c'était juste avant ce mois de l'économie sociale et solidaire, une opportunité pour nous pour dire que nous nous sentons reconnus grâce au plan pauvreté, et à l'intérieur du plan pauvreté, une action particulière pour les postes en insertion, puisqu'il a été annoncé, donc reste que ça doit être validé par la loi de finances, que nous attendons, la création de 100 000 postes d'ici à 2022 en insertion. Donc des perspectives de développement, parce qu'aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire, j'ai noté le chiffre de 2 millions de personnes, ça représente, je l'ai dit tout à l'heure, 10% de l'emploi en France, donc pour vous, c'est vraiment un modèle d'avenir? C'est un modèle d'avenir, c'est un modèle qui n'est pas nouveau et qui se développe et qui a eu beaucoup de mal à se développer au fil des années en raison d'une méconnaissance en fait de notre modèle, et on se rend compte qu'avec la transition écologique notamment, la cohérence que nous apportons sur ce territoire en redistribuant les valeurs et les richesses qui ne sont pas que économiques mais qui sont aussi économiques sont entendues, et sont entendues à la fois par l'État, les pouvoirs publics, mais aussi par les partenaires qui, à travers leur démarche de responsabilité sociale et environnementale, trouvent en nous un répondant concret qui peut apporter des solutions rapidement. Et donc tout le monde s'y retrouve. Si on veut en savoir plus sur l'économie sociale et solidaire et sur Seforest, il y a un rendez-vous important pour vous le 28 novembre, ce sera à 18 h à Chavanot, donc dans le bassin annécien. Il est possible encore de s'inscrire. On va voir l'adresse affichée en bas de l'écran par magie. Merci beaucoup. Donc voilà, soirée débat 28 novembre. Exactement. Animé par Michel Adam, qui a une personnalité qu'on a la chance d'avoir avec nous, qui est vraiment un expert de l'insertion et de l'économie sociale et solidaire plus généralement, puisqu'il a été le cofondateur du labo de l'ESS en 2010, pour repenser les solutions de production liées à cette transition écologique, principalement, et qui est aussi quelqu'un de très concret. Et donc ce débat va être animé avec des témoignages de clients qui viennent expliquer en quoi Seforest répond justement à leurs besoins, et même au-delà des besoins strictement professionnels. Et donc on est ravis d'accueillir le plus de personnes possible qui s'intéressent à ces questions qui finalement concernent tout le monde, la cohésion sociale, environnementale, l'avenir de notre avenir et l'avenir de nos enfants. Eh ben, merci beaucoup. Rendez-vous est donc noté le 28 novembre. Merci Isabelle Morand. Le temps d'accueillir mes prochains invités. Je vous propose de regarder un petit extrait du reportage de Jean-Paul Crespi que l'on verra ce soir dans le JT. Il est consacré à l'une des entreprises sociales et solidaires de notre territoire, Alterosa, qui est installée à Annemasse. On fabrique des produits qui sont voués à être durables, à être réutilisables dans le temps, et puis durables aussi par l'emploi, par la volonté de l'entreprise d'être durable, aussi le passage en scope finalement, qui est un peu le moteur d'une scope, c'est d'être durable dans le temps au-delà du fondateur. Donc, après aussi des perspectives de finalement se recentrer sur le local. Là, on a pas mal de revendeurs un peu partout en France, et on se rend compte qu'en fait, il y a vraiment une demande importante de partout, et donc d'avoir finalement pignon sur rue et de se rendre compte que le zéro déchet, tout le monde peut entrer dans ce type de magasin et avoir ce genre de produit. Pour se renforcer, l'entreprise artisanale en nom propre deviendra très prochainement une SCOP, une société coopérative dont les 7 salariés seront les associés majoritaires. Une démarche. Et donc, pour avoir la fin de la phrase, il faut regarder le JT tout à l'heure à 18h30 avec le reportage complet. Nadia Decasteker et Marc Villain, merci d'être sur le plateau d'Accès Direct. Vous êtes respectivement chargés de prévention et administrateur référent à la prévention à la Ligue contre le cancer de Savoie. Et vous êtes là pour parler prévention contre le tabagisme. C'est un rôle important pour la Ligue contre le cancer, la lutte contre le tabac ?
Alors, moi, je dirais tout d'abord que la Ligue est surtout connue comme organisme qui collecte des fonds pour financer la recherche. Et à ce titre, Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien, c'est le premier financeur privé de la recherche en France. Mais la Ligue ne se contente pas de ça. La Ligue aide les malades sous des formes financières, en leur apportant un soutien psychologique, en délocalisant des consultations sur tout le territoire pour qu'ils n'aient pas forcément à se déplacer, etc. Donc ça, c'est un aspect aussi. Et puis, il y a un aspect qui est un peu méconnu, qui est celui de la prévention. Et à ce titre, la Ligue essaye de développer le maximum d'actions dans ce domaine. La Ligue va organiser la semaine prochaine les assises de la prévention à Paris. Et à ce titre-là, participe bien évidemment au mois sans tabac et donc à tout ce qui peut faire en sorte que les personnes qui sont à l'heure actuelle dépendantes de la cigarette puissent l'abandonner, puisque c'est quand même problématique d'arriver à payer pour être malade, quelque part. Nadia a donc... oui, Vous Nadia. avez la lourde responsabilité de faire arrêter les Savoyards de fumer, en tout cas ceux qui viennent vous voir. Le mois sans tabac, donc c'est un défi collectif qui est voilà, une opération nationale. Il propose à tous les fumeurs d'arrêter pendant un mois avec le soutien des proches. Vous proposez donc des entretiens d'aide à l'arrêt du tabac, des entretiens que vous menez. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui viennent vous voir? Ça dépend si c'est la première fois ou si c'est un suivi. Mais le premier entretien, généralement, dure 1 heure. En gros, c'est plutôt du questionnement sur comment la personne fonctionne autour du tabac, comment le tabagisme s'est installé. Donc, dans un premier temps, je pose des questions sur l'histoire du tabagisme, c'est-à-dire à quel âge avez-vous fumé votre première cigarette, à quel âge le tabac s'est installé régulièrement chez vous, combien de cigarettes fumez-vous par jour, quel type de tabac. Ensuite, je fais un petit focus, j'essaye de comprendre les dépendances, parce qu'il y a différents types de dépendances, la dépendance physique à la nicotine, la dépendance psychologique qui est plutôt liée aux émotions. Je fume quand je suis énervée, je fume quand je suis content, je fume, voilà. Et puis il y a la dépendance comportementale, c'est-à-dire je fume après avoir bu mon café ou je fume quand je suis en terrasse avec des amis. Donc j'essaye d'identifier comment fonctionne la personne. Ensuite, je travaille sur la motivation, je regarde à quel niveau de motivation est la personne, c'est-à-dire, voilà, moi je suis motivée pour ma santé, moi je me sens capable, ou peut-être je suis motivée mais je me sens moins capable d'y arriver. Je regarde voilà, à quel niveau se situe la personne. Est-ce que le fait qu'ils viennent vous voir, c'est pas déjà un premier pas? Est-ce que c'est pas déjà gagné? Ah oui, ça c'est une chose que je dis souvent en entretien. Bon, déjà, que vous soyez venu aujourd'hui, c'est déjà une motivation. Quand je vois que la personne a des freins à l'arrêt, c'est une chose que je dis systématiquement. Vous êtes là, vous êtes présent. Voilà, c'est déjà un pas. Après, en sortant de l'entretien, je ne demande pas aux personnes d'arrêter de fumer, c'est elles qui décident, c'est un projet commun, je suis là pour les accompagner. Donc ensuite, je travaille aussi sur une journée type. Vous vous levez le matin, comment vous fonctionnez, vous fumez une cigarette tout de suite ou plutôt 1 heure après votre lever et puis tout au long de la journée. Et puis j'interroge aussi sur les co-addictions. Voilà, comment se passe à peu près un entretien. Et ensuite, je travaille sur la prévention de la rechute. Si la personne me dit, bon, à partir de demain, je veux arrêter de fumer, je lui demande dans quelle situation la personne a-t-il un risque de rechuter. Si la personne me dit, quand je suis en soirée avec des amis, là, je pense qu'il y a un risque. Et je travaille là-dessus. Quelles pourraient être les alternatives? Et ensuite, je conseille aussi... parce que je suis psychologue, tabacologue, je ne peux pas prescrire de substitut, mais je conseille sur le type de substitut que la personne devrait prendre, c'est-à-dire soit des gommes, soit des pastilles ou soit des patchs. Alors la lutte contre le tabac elle a quand même bien avancé. J'avais noté un chiffre, 1 million de Français qui fumaient chaque jour ont arrêté en l'espace d'1 an. Il y a encore un objectif qui a été fixé par le gouvernement pour descendre encore ce chiffre-là. On est sur la bonne voie, vous, de ce que vous voyez? Oui, je pense qu'on est sur la bonne voie parce qu'il y a un aspect quand même qu'on ne peut pas évacuer, c'est qu'avec un horizon qui est 2020, je crois, du paquet de cigarettes à 10 €,
je pense que... Ça fait une grosse motivation. Oui, forcément. On faisait le calcul en venant en voiture. À l'heure actuelle, avec le prix actuel, quelqu'un qui fume un paquet de cigarettes par jour, qui est quand même assez fréquent, c'est 2 600 € par an, indépendamment de l'aspect cancer qui rôde autour. Hein. Mais je pense qu'il y a cumul d'un certain nombre de facteurs qui font que les gens commencent effectivement à se poser des questions sur le fait, encore une fois, d'être dépendant de quelque chose qui est nocif de toute évidence. Qu'est-ce qui se passe à la fin du mois de novembre pour ceux qui ont fait le mois sans tabac? Alors au niveau local, moi je continue à suivre les patients. Parce que l'idée, c'est pas de s'arrêter au mois. Bien sûr que non, bien sûr que non. On sait que quand on s'arrête pendant un mois, on a 5 fois plus de chances de s'arrêter dans la durée. Donc l'objectif, moi, c'est de continuer à les suivre pour pas que ça lâche, quoi. Même si la rechute fait partie du processus. Il faut déculpabiliser les patients. Quand une personne rechute, ça fait partie du processus de sevrage. Et plus elle tente d'arrêter de fumer, plus elle va y arriver. Plus elle a de chances d'y arriver dans les statistiques. Et donc, il y a des entretiens toute l'année. On va remettre les coordonnées, le numéro de téléphone, le mail pour prendre rendez-vous. Et puis, j'espère que vous avez été entendus par nos téléspectateurs en régie aussi, et qu'ils ont été bien attentifs, puisqu'on a des fumeurs qui arrêtent régulièrement. Donc, j'ai encore des créneaux vous pouvez prendre les rendez-vous. Un prochain grand rendez-vous pour la Ligue contre le cancer de Savoie, à noter? Oh, il y en a deux. Il y en a deux. Il y en a un qui est très proche, qui est la venue du docteur Jean-Louis Etienne, qui va tenir une conférence à Aix-les-Bains le samedi 24 novembre. 24 novembre à 20h. Et puis plus loin dans le temps, quelque chose à quoi on tient fortement, on l'a fait l'année dernière, on organise sur la commune de la Motte-Servolex ce qu'on appelle le relais pour la vie. Alors le relais pour la vie, c'est en fait une vraie fausse compétition, hein, ça reste tout à fait abordable, où des équipes préconstituées courent ou marchent pendant 24 heures, du samedi 16h jusqu'au dimanche 16h. Et l'objectif de tout ça, c'est bien évidemment d'accumuler les kilomètres, de faire en sorte que les gens se retrouvent, se rencontrent, qu'on puisse là aussi parler prévention avec toutes les personnes qui viendront nous voir. Voilà. Et puis, bon, le dossard vaut 10 €. Alors, plus on a d'équipes, bien évidemment, plus on peut collecter des fonds consacrés aussi bien à la recherche qu'à la prévention, qu'à l'aide aux malades, etc. Eh ben, voilà. Merci beaucoup. Les rendez-vous sont notés. Merci d'être venu sur le plateau. On va s'approcher du week-end en douceur. Avant de parler du salon Idées d'Art, on va faire un petit passage du côté d'Annecy où 4 élèves de l'école d'art proposent une exposition dans l'ancienne école de Sous-Aléry à Cran. Je suis avec l'un des artistes, David Pénaud, par Skype. Alors, le vernissage attaque dans quelques minutes, voire secondes. Donc, merci beaucoup de prendre un petit peu de temps. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir dans cette exposition collective qui s'appelle Duo ? Là, c'est bon, je peux répondre? Oui, vous êtes en direct, okay, on vous écoute. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? On va pouvoir voir 8 œuvres. Donc on est 8 artistes, on est 4 artistes résidents, donc anciens élèves de l'école d'art. Et donc on essaye comme ça de mettre en place des événements pour faire vivre le lieu. Et donc là, on a invité 4 artistes. Là derrière moi, vous pouvez voir deux muraux, un de Rémi Château et de moi-même, David Pénaud. On a comme ça échangé il a fait un fond et j'ai mis une peinture dessus et inversement de l'autre côté. Donc chaque mur est séparé. On est venu associer nos travaux respectifs. Et je peux vous montrer juste, on m'a dit qu'il fallait pas. On vous suit. Que ça pouvait poser problème. Et derrière, il y a une autre pièce de Paul de Bernard. Voilà, en OSB. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Si, on voit bien. Vous voyez bien. Voilà. Alors, autre chose, je vais tourner vite fait. Oui. On peut voir le couloir dans le fond. Oui. Et d'autres proposés dans le couloir. Alors, donc, plusieurs couloirs.
Cette ancienne école, c'est votre lieu de travail, mais vous avez envie d'accueillir des ateliers d'art, des ateliers de médiation, notamment pour les enfants. Il est important pour vous ce rôle de pédagogie autour de l'art? Il est bien sûr, il est super important. Là, ce qu'on voudrait faire, donc on partage en fait ce bâtiment avec des ateliers de périscolaire. Et ce qu'on voudrait faire à la suite de vernissage, donc l'exposition sera ouverte les 3 samedis là qui suivent, qui arrivent. Donc samedi prochain, les 2 autres d'après. Ce qu'on voudrait faire avec donc les enfants qui sont en périscolaire ici, c'est faire des médiations avec eux et faire des ateliers en relation avec l'exposition qu'on aura montrée. Voilà. Eh ben, merci. Donc, et puis nous, après, de notre côté, en tant qu'artistes, on continue d'évoluer dans l'atelier et on va essayer comme ça de mettre en place d'autres expositions où on invitera d'autres artistes comme là on vient de le faire. Eh ben, merci en tout cas pour cette petite visite et puis bon vernissage. Et donc je rappelle les dates. L'exposition Duo, c'est ce samedi 17 novembre, le 24, le 1er décembre, donc dans l'ancienne école de Sous-Aléry à Crangevrier. Merci bien. En notre événement du week-end, c'est le salon Idées d'Art qui se tient à Annecy dès demain 13h. Claire Romary Poirier, vous co-organisez ce salon. Emma Richmond, vous y participez. Vous êtes créatrice de la marque J'aime. Bonsoir à toutes les deux, merci d'être là. Bonsoir. Alors 10 ans que ça dure pour le salon Idées d'Art et j'allais dire pas une ride, tout va bien. 120 exposants. Tout à fait, 10 ans à Annecy et la 17e édition aussi à Lyon le week-end prochain. Donc effectivement une belle aventure, une tournée sur plusieurs villes, le salon d'artisans créateurs que nous avons inauguré il y a maintenant 17 ans. C'est quoi la ligne, le fil rouge d'Idées d'Art depuis toutes ces années? Un fil, effectivement. Vous prenez bien le code graphique. L'idée, c'est l'ADN, en fait, nous, de notre événement, c'est d'être un tremplin pour les artisans créateurs. On est 3 co-organisatrices, effectivement. Donc, avec Marie et Virginie, on sillonne la France. On fait de la veille sur Internet aussi pour aller essayer de dénicher, de trouver des nouveautés dans les univers de la mode, de la décoration, de l'enfant, mais aussi dans l'art en général. Et essayer de proposer au public toujours de la nouveauté. Voilà. Et donc, il y a 4-5 ans, vous avez dégoté, si je puis dire, Emma et sa marque J'aime. Qu'est-ce que ça représente un salon comme Idées d'Art pour vous? Parce que vous serez à Annecy, du coup, ce week-end, à Lyon le week-end prochain. Oui, on va voir 2-3 petites choses que vous faites. Qu'est-ce que ça représente, ces temps de rencontres et ces salons? En fait, ça donne à nous, les créateurs, une opportunité de rencontrer en fait, nos clients en direct, avoir le feedback sur nos produits, qui est très important. Moi, je distribue plutôt dans des boutiques, hein, donc du coup, je passe cette face-à-face en fait avec les clients. Et j'ai les clients fidèles qui reviennent chaque année, donc c'est un vrai plaisir. En plus, c'est une opportunité de rencontrer aussi les autres créateurs, voir, échanger, voir qu'est-ce qu'éventuellement on peut faire ensemble. Par exemple, là, j'ai une autre créatrice que j'ai fait une collaboration en ce moment aussi avec. Donc, du coup, c'est un très bel échange. C'est à la fois un partage d'expériences et d'échanges entre le public et les créateurs, mais aussi entre les créateurs et artisans entre eux. Et nous, notre belle récompense, c'est effectivement de voir naître aussi des collaborations comme ça. Donc, c'est assez magique ce qui se passe en fait pendant ces événements. Alors, on utilise bien le terme d'artisan créateur. Ça, c'est important pour vous. C'est-à-dire que ça fait aussi partie du travail de sélection parce qu'il y a beaucoup de créations. Ça se développe beaucoup. Il y a les professionnels, il y a ceux qui font ça à côté. Enfin, il y a plein de choses très différentes. Oui, donc, le critère premier, c'est effectivement l'artisanat fait main localement. Alors, pas exclusivement made in France. Ouais. La preuve, moi, je suis pas made in France. Je porte un bijou, par exemple, de Marianne Lint, qui est une fidèle exposante aussi, que tu connais, voilà, qui travaille ici en France, mais qui est d'origine suédoise, elle. Ouais. Et donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de mettre en valeur les artisans qui ont un savoir-faire à la fois artisanale, mais de plus en plus, on en a parlé, d'éco-responsabilité aussi. Toi, tu es très vigilante aussi à cette notion-là. Donc, on essaye d'être sur une sélection aussi dans l'air du temps. C'est important pour nous. Je pense que les images que vous faites découvrir au public le montrent clairement. L'idée, c'est un petit peu d'ouvrir une page de magazine quand on vient sur Idées d'Art. Donc,
et de faire son choix, son shopping sur des choses un peu inédites. Le milieu de la création se porte bien, Oui, de ce que plutôt, vous en voyez. plutôt, hein, je pense. Ouais. Alors nous, côté événement, Idée d'Art, ça fait maintenant effectivement un certain nombre d'années. On s'est développé à Lyon tout d'abord, puis à Annecy, à Colmar également, où on était présent en octobre. Et côté créateur, nous, de les voir revenir, ça prouve qu'il y a effectivement pour eux aussi une belle source de développement. Là, on est à l'approche des fêtes. C'est une période aussi, je suppose, quand on crée des objets comme ça, qui est importante, où les semaines sont chargées. Oui, on peut dire ça, oui. Oui, c'est très important pour le créateur, pour les petites marques, pour les artisans. En fait, cette période, oui, donc aussi c'est très chargé, oui. C'est vrai qu'on cible essentiellement oui, cette la période. date, je suppose qu'elle n'est pas choisie au hasard. C'est vraiment la meilleure période pour ces marques. Ouais. À la fois, les gens se font plaisir et puis offrent. Demain, ouverture des portes à l'espace rencontre d'Anne-Sylvieux à 13h. Là, tout est prêt. Oh, non. Vous voyez, on était en plein montage là encore cet après-midi. Nous, en Idée d'Art, on prépare les lieux pour que les créateurs puissent venir s'installer demain matin. Donc on vous retrouve demain. Parce qu'on a vu passer quelques-unes de vos créations. Qu'est-ce qu'on va voir sur votre stand demain? Sur mon stand, en fait, moi j'ai des bougies qui sont fabriquées à partir de cire de soja avec du parfum de grâce, l'huile essentielle bio, donc ils sont tous non toxiques. J'ai aussi des plateaux qui sont fabriqués en Suède à la main. On utilise mes photos en fait de Haute-Savoie parce que j'habite ici et j'adore cette des belles photos de montagne. Et oui, j'ai mes photos aussi qui seront là. Et puis j'ai aussi des textiles aussi maison, donc des torchons, des coussins et des couverts. Et ben voilà, donc pour aller voir ça, c'est demain, vendredi, à partir de 13h, samedi, dimanche, donc à l'espace rencontre d'Anne-Sylvieux. Merci d'être venu sur ce plateau d'Accès Direct. Je vous laisse rejoindre la régie, le temps pour moi de rejoindre Sébastien pour un petit rappel des titres. Et on commence avec... la journée d'échange lycée-université, voilà. Qui a lieu tous les ans du côté de l'université Savoie-Mont-Blanc. Cette année, une préoccupation principale, forcément, c'est Parcoursup. Donc, on verra le reportage de Victoria. Et puis la série de Jean-Paul avec l'économie sociale et solidaire. Oui, on a beaucoup parlé cette semaine sur 8 Mont-Blanc. Du côté de Danmas, à Alterosac, une entreprise qui fabrique des sacs et des contenants en tissu avec une une priorité éco-responsable. Merci Seb. Ne bougez pas, nous non plus. À tout de suite, juste après la pub pour le JT.